monnaie numérique, crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Binance, Litecoin. Et plus près de chez nous en Afrique, Simcoin, Afro, Acoin, Ambacoin, Ubuntu, et j'en passe, et des meilleurs. À force d'entendre cette novlangue qui ne quitte plus l'actualité de notre quotidien, en Afrique comme ailleurs, on en oublie de s'arrêter un petit moment pour se demander à quoi tout ceci rime. Il y a même, je dirais, comme une gêne de demander en public, c'est quoi déjà le Bitcoin? Comme si c'était acté que nul n'est censé ignorer ce que c'est qu'une crypto-monnaie, sous peine de se voir couvert de honte, honte sociale, honte professionnelle. Et pourtant, au-delà du name dropping, pour faire tendance, pour faire pro, nombreux sont ceux qui pourraient vaguement expliquer à Madame Ngaloula, à Monsieur Kassongo, à Monsieur Koulibaly, le voisin, ce qu'est réellement une crypto-monnaie. À peu près comment ça marche. Est-ce important ou on s'en fout? Salut les amis, je suis docteur Jean-Paul Mouka. Très ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro où il s'agira, vous l'avez compris, des crypto-monnaies. Bienvenue dans cet espace Excel Africa BizTech qui est ma plateforme de liberté d'expression, de réflexion où je prends un engagement, je rentre en contact interactif avec vous et ensemble, nous essayons de réfléchir, nous essayons de faire avancer la cause de deux grands sujets, à savoir la transformation numérique et le commerce international. Et une myriade, une infinité de sujets qui sont transversaux ou en tout cas qui sont à l'intersection de ces deux sujets. Et c'est de cela qu'il s'agit depuis un bout de temps. Aujourd'hui, chers amis, nous en sommes à notre numéro 27. Et oui, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que cet espace a pris de l'ampleur. C'est grâce à vous que les vues sur YouTube et sur les réseaux sociaux commencent à monter, commencent à grimper. C'est grâce à vous et je vous suis infiniment reconnaissant. Vous l'avez compris, chers amis, on va parler de crypto-monnaie. On va parler euh, de cette novlangue. Mais d'abord, il convient de préciser qu'il existe une multitude de crypto-monnaies, dont évidemment la plus emblématique, vous l'aurez deviné, est le Bitcoin. Voyez-vous? À l'instar des paiements virtuels tels que le mobile money, l'éclosion des crypto-monnaies en Afrique et ailleurs témoigne de la volonté de contourner les intermédiaires traditionnels centralisés, d'autant plus que les nouvelles technologies le permettent de plus en plus aisément aujourd'hui. Ainsi, grâce aux crypto-monnaies, le commun des mortels peut, par exemple, effectuer des transferts d'argent de personne à personne, ce qu'on appelle communément peer-to-peer, sans devoir passer par les contrôles rigides et d'autres autres contrôles, autres commissions, autres frais prélevés, généralement par les banques centrales ou autres institutions qui font figure d'autorité. Mais les amis, avant qu'on aille plus loin, je vais vous remercier d'abord parce que j'ai remarqué une tendance donc, depuis, allez, 2 semaines, on va dire, depuis ce mois de juin 2022, parce que là, on fait ce numéro à la mi-juin 2022. Il y a une avancée et j'espère que vous vous en rendrez compte et que vous apprécierez le travail qui est fait derrière. Il y a de plus en plus d'entre vous qui interagissent, qui me contactent en privé, inbox, à travers mon LinkedIn, à travers mon Facebook. Voilà. Donc, et surtout qui commentent dans la chaîne. Et au-delà des critiques, des commentaires, je vois une tendance monter et j'ai souhaité en prendre compte et vous en tenir compte d'abord, intégrer dans ma manière de travailler, dans mes recherches et vous en rendre compte. Et il s'agit ici tout simplement de prendre des sujets que vous, qui suivez cette chaîne, me proposez. Par exemple, j'ai eu l'honneur d'être contacté assez récemment par un groupe média pour discuter sur un certain nombre de sujets, dont la fintech et les crypto-monnaies. Et
plus je travaille, au fur et à mesure que je travaillais sur ces sujets, je me suis rendu compte que c'est des aspects qui étaient très pertinents à cet espace, à cette chaîne. Moi, je suis là, je travaille pour vous, je suis à votre service. Et je me suis dit, ben, autant je le fais pour d'autres contacts professionnels du reste, qui veulent mon opinion, qui reconnaissent, et j'en suis reconnaissant, mais qui reconnaissent mon expertise, mon savoir-faire dans dans certaines disciplines, autant je me dis, pourquoi pas m'ouvrir à vous de la même manière. C'est-à-dire, désormais, vous pouvez aussi me proposer des sujets. Voilà, nous voulons que tu nous éclaires un peu sur ceci ou sur cela. C'est dans ce sens-là que vous verrez que la semaine, enfin, le numéro passé, c'était le numéro 26, nous avons parlé des fintechs. Et aujourd'hui, dans ce numéro 27, nous parlons et nous décryptons c'est quoi une crypto-monnaie. Voilà ce que donne concrètement un environnement, une plateforme interactive. Ce n'est pas un monologue où je fais mes recherches dans mon coin et je vous livre ma matière selon mon feeling et rien d'autre, mais j'essaye aussi, tant que faire se peut, d'intégrer vos commentaires, vos questions. Donc, je vous encourage, tout ça c'est pour dire que je vous encourage à m'écrire. Au-delà de c'est bien, c'est pas bien, au-delà de bravo, pas bravo, me dire s'il y a un sujet, peut-être qu'on a traité avant, que vous aimeriez que voilà, je revienne dessus et que j'essaye d'approfondir, ou que je prenne un autre angle, ou que peut-être dans un tel sujet, j'étais trop dans une optique congolaise, parce que j'avoue, j'ai un penchant, j'ai un parti pris, j'ai une expertise plutôt congolaise dans ce domaine, mais j'ai l'avantage d'être plutôt international. Et voilà, j'en profite pour le dire. J'ai à travers cette chaîne, à travers cet espace, voulu créer non seulement de l'interaction, non seulement du décryptage, de la prise de hauteur sur des faits d'actualité ou d'autres phénomènes et enjeux de développement en Afrique et dans mon pays, la RDC, mais j'ai voulu aussi y donner une touche de pédagogie. Parce que oui, c'est aussi une de mes vocations. Vous savez, euh, je vais parler de moi-même un petit instant, mais ce n'est pas ça le but de tout ce numéro. Mais si on m'appelle, si je m'appelle docteur Jean-Paul Mouka, ce n'est pas un surnom. C'est parce qu'il y a un peu de mérite. C'est parce que j'ai fait une thèse en gestion des technologies de l'information. J'ai écrit une thèse, j'ai publié. Donc, voilà, je peux parler musclé, je peux monter dans les nuages avec vous. Mais très tôt après ma vie universitaire, ma vie académique, ma vie de chercheur, je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai fait un vœu, j'ai adopté ce sacerdoce et c'était celui d'informer le plus grand nombre. C'était celui de décrypter et aussi de démystifier, de vulgariser, si vous voulez, les enjeux des technologies de l'information qui sont mon domaine de prédilection parce que je suis informaticien à la base, mais aussi de transformation numérique ou plutôt de commerce international parce que c'est en commerce international qu'après 20 ans d'expérience, 20 ans de, de, de terrain, je me suis spécialisé. Et donc, je pense que j'ai un petit quelque chose à donner, mais pas seulement dans des grandes réunions avec des personnes qui savent toutes de quoi il s'agit de A à Z, avec des grands universitaires, mais j'ai pris ce sacerdoce à cœur. Je voulais contribuer, contribuer à l'édification de cette conscience collective, y compris chez le commun des mortels, y compris chez les personnes qui n'ont pas eu la chance de faire des grandes études dans les technologies de l'information, dans le business ou des grandes études tout court. J'ai pris ce pari parce que je ne veux pas que beaucoup soient laissés en cours de route. Vous savez, je me suis très vite rendu compte dans ma carrière que une des raisons pour lesquelles les technologies, les sujets business n'intéressent pas beaucoup de gens, c'est parce que les acteurs
Ceux qui en savent plus en ont fait une certaine boîte noire, une sorte de caste, voyez-vous, ouverte uniquement aux initiés. Et donc, que voulez-vous? Une fois qu'on vous a bombardé d'acronymes, comme c'est le cas dans tout ce tout ce qui se relie à l'informatique, une fois qu'on vous a abreuvé euh, d'incoterms et autres jargons du commerce international, qu'est-ce qui vous reste sinon de prendre vos jambes à votre cou et de vous en aller parce que c'est déjà des nuages, vous êtes largués. Eh bien, moi, ça ne me motive pas. Et moi, je pense que le plus les gens, c'est-à-dire tout le monde, ou à peu près, plus ils en savent beaucoup, plus ils en savent quelque chose, plus ils seront conscients des enjeux de développement. Parce qu'on ne développe pas un pays, on ne développe pas un continent avec l'élite seulement, avec les bacs plus 10 seulement, avec les bacs plus 5 seulement. Donc, j'ai pris l'engagement de parfois essayer de diluer des sujets qui autrement peuvent être très complexes dans les technologies de l'information, dans la gestion, dans le commerce international. Et c'est dans ce cadre que vous verrez sur cet espace certains numéros qui seront plutôt pédagogiques, plutôt explicatifs, plutôt vulgarisateurs qu'autre chose. Voilà, merci. Je tenais à reconnaître votre participation et vous remercier, vous tous qui prenez le temps de m'écrire, de m'appeler, de me contacter. C'est à ça que sert cet espace et grâce à vous, nous grandissons et nous irons encore plus loin. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de tabou ici, il n'y a pas de classe populaire ou élitiste que nous visons, dirigeants, acteurs, normal, on va dire ordinaire, étudiant, vous travaillez peut-être sur un de ces sujets, vous préparez peut-être votre thèse, peut-être votre travail de fin de cycle, peut-être votre mémoire, peut-être que ça vous intéresse juste de savoir de quoi il est question. Voilà, prenez langue avec nous, on est là. On est là pour conseiller, pour prescrire quand il le faut, pour critiquer, pour applaudir, mais aussi pour vulgariser. Et bien sûr, abonnez-vous. Plus vous vous abonnez, plus vous nous contactez, plus on crée de l'interaction, plus on fait des partages, plus cette chaîne est visible. Vous connaissez le diktat des réseaux sociaux pour qu'il y ait une certaine viralité. Pour nous autres qui n'avons pas appris à faire des insultes, à faire des vidéos pour insulter quelqu'un. Donc, le titre d'aujourd'hui, je vais nakofingaye. Donc, on va insulter telle personne. Hélas, ce n'est ni dans notre éducation, ni dans, dans nos capacités. Donc, on va s'en tenir à des sujets, entre guillemets, sérieux, et on va s'en tenir à vous pour créer une certaine viralité, parce que plus vous êtes nombreux, plus il y en aura qui seront intéressés de nous rejoindre. Voilà donc notre sujet du jour, chers amis. On est en train de parler aujourd'hui des cryptos, des crypto-monnaies. Et ici, l'occasion de dire que d'abord, il convient de préciser qu'il existe une multitude de crypto-monnaies. Donc, évidemment, je le disais tout à l'heure, la plus emblématique reste quand même le Bitcoin. Et les amis, à l'instar des paiements virtuels tels que le mobile money, l'éclosion des crypto-monnaies en Afrique et ailleurs témoigne de la volonté de contourner les intermédiaires traditionnels centralisés. Ainsi, on peut aller plus vite dans les transactions. Ainsi, on peut contourner un tiers de confiance qui s'arrogerait tous les pouvoirs, voire les droits de veto dans des transactions. Pensez dans les transactions peer-to-peer dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de personne à personne. Pensez au transfert d'argent. On connaît tous les agences traditionnelles, on va dire, de transfert d'argent ou les circuits bancaires où parfois à la faveur d'une diligence raisonnable à la Banque centrale, à la faveur d'une procédure de validation, de vérification, de sécurité, de conversion des devises, un simple transfert d'argent peut prendre 3, 4, 5 jours ouvrables. Mais avec les monnaies, on va dire les crypto-monnaies, tout est numérique. Il n'y a plus de tiers de confiance
Et c'est-à-dire que ça passe de personne à personne, comme aujourd'hui, l'Africain moyen a pris l'habitude du M-Pesa, du Orange Money et autres transferts d'argent, par exemple. Ça, c'est un cas d'utilisation dans les transferts d'argent. C'est aussi simple que ça. Et donc aujourd'hui, on peut voir qu'il y en a tout à fait, mais alors une infinité. Bitcoin, Ethereum, euh, Litecoin, et j'en passe et des meilleurs. En Afrique, Acoin, vous avez peut-être suivi euh, la crypto-monnaie de la star américaine d'origine sénégalaise, la star sénégalaise, on va dire, de la musique qui ambitionne de créer une ville moderne, une ville numérique avec sa propre monnaie. Très intéressant comme projet d'ailleurs, hein. C'est pas qu'un rêve farfelu qui n'a aucune chance de se réaliser. Si vous avez suivi l'actualité africaine, vous n'avez certainement pas manqué Simcoin, qui est très présent dans l'actualité ces derniers temps. Mais encore une fois, il y en a d'autres. Ubuntu, Afro, etc., etc. Et donc, comme je disais, Bitcoin, en termes de valorisation, ça reste quand même celui qui est au-dessus de la pile. Ça reste quand même celui qui a le plus de valeur. On pouvait le voir ici. C'est voilà, une boîte qui en 2011, un Bitcoin valait essentiellement $1. Mais en 2021, le 20 octobre, la compagnie a atteint un record en bourse, c'est-à-dire sur les plateformes de trading, sur les plateformes boursières des crypto-monnaies, de 67 000 dollars. Donc, pour celui qui avait investi un Bitcoin il y a 10 ans, c'est-à-dire en 2011, en 2021, son Bitcoin lui rapportait 67 000 dollars. Vous aviez peut-être suivi l'histoire qui était assez présente dans l'actualité de cet individu aux États-Unis qui avait investi dans quelques bitcoins au moment où les bitcoins ne valaient pas de cacahuètes et qui avait perdu son disque dur dans lequel se trouvaient ces bitcoins-là. Et il y en avait, je ne sais plus les chiffres, mais il y en avait quand même une petite quantité. Et à l'époque, elle ne valait absolument rien. Vous imaginez s'il y en avait 100, eh bien, s'il y en avait 1000, c'était des millions et des millions que l'individu avait perdu. Ça fait beaucoup de bruit dans les médias, on en a parlé. Il s'agissait d'aller fouiller même jusque dans les déchetteries pour essayer de retrouver ce disque dur que la personne avait passé dans ce disque dur qui avait les mots de passe et les références à ces bitcoins-là qui étaient enregistrés. C'est vous dire si ça en valait la chandelle, même d'aller fouiller jusqu'au fin fond des déchetteries. Ben, écoutez, pour 6 millions, pour 66 millions, ben, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui vont quand même fouiller dans les poubelles hein, pour essayer de retrouver ce qu'on croit avoir perdu. Mais beaucoup de volatilité aussi, les amis. Regardez par exemple ce même Bitcoin. On était en train de voir là, octobre 2021, il valait 67 000 dollars. C'était un record. Mais là, mai 2022, donc c'est-à-dire il y a à peine un mois, il est descendu à 30 000. Donc il a perdu la moitié de sa valeur. J'ai regardé il y a 2 jours, donc là, dans la semaine écoulée, ça devait être autour du 17 ou 18 juin 2022. Le Bitcoin valait 18 000 dollars. Donc, on peut voir qu'il est en train de péricliter. Il va peut-être remonter plus tard, mais ça reste une industrie très volatile qui nécessite quand même beaucoup de prudence pour ceux qui ne sont pas avertis, pour ceux qui ne sont pas formés, pour ceux qui ne sont pas aguerris. Vous pouvez même le voir dans les courbes. C'est vraiment une croissance en dents de scie, même si là, on est dans la stratosphère depuis 2020, mais ça reste quand même assez hasardeux. On va dire ça comme ça. Mais c'est tellement prometteur qu'on a aujourd'hui des pays entiers, des États qui jettent leur dévolu sur le Bitcoin, qui adoptent le Bitcoin comme monnaie principale ou monnaie secondaire, où les réserves du pays sont économisées en Bitcoin. On a tous suivi au Salvador, en Amérique centrale. Vous connaissez le président Naïb Bukele, personnage assez fantasque, il faut l'avouer, très visionnaire pour certains,
hyper aventurier pour d'autres, mais une chose est certaine, il a misé sur le Bitcoin et voilà, c'était peut-être un pied de nez à certains. Mais en tout cas, le Salvador l'a fait. Aujourd'hui, c'est vrai que ce pari n'est pas en train de payer très fort parce que, bon, le Bitcoin est en chute libre, peut-être qu'il va remonter. Et quand vous suivez ses détracteurs, ben, ils vous disent que, voilà, il a fait un pari, il a pris un pari risqué avec l'argent du contribuable. Et aujourd'hui, c'est en train de sentir un peu mauvais pour lui. Mais c'est vous dire, ça veut dire, aussi fantasque que soit le personnage, c'est quand même, il a pu engager un pays dans cette voie. Vous me direz, ouais, mais c'est Salvador, c'est en Amérique centrale là-bas, c'est très loin de chez nous. Eh bien non, la Centrafrique, pour ceux qui auraient raté le film, depuis avril 2014, enfin, pardon, qu'est-ce que je dis? Depuis avril 2022. On est en 2022, les amis. En 2014, cet espace n'était pas né. Moi, j'étais né, mais cet espace n'était pas né. Et beaucoup d'entre vous, je sais, étaient déjà nés. En 2022, mois d'avril, vous aviez Jeune Afrique ici récemment qui titrait Visionnaire ou suicidaire. La Centrafrique fait le choix du Bitcoin. Donc Bangui avait annoncé adopter le Bitcoin comme devise officielle du pays aux côtés du franc CFA, tout simplement. Et de conclure, ou plutôt d'ajouter, un choix aussi politique qu'économique, un choix risqué. Donc voilà, même en Afrique, la RCA l'a fait, il y a très peu, et on est encore dedans. Pour certains, c'est vraiment un choix très risqué, pour d'autres, c'est vraiment visionnaire. On est en train de suivre le film, on va décrypter pour vous au fur et à mesure que le feuilleton se déploie. Et donc là, les amis, j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que les bitcoins sont là pour rester dans la banque. C'est, il ne se pose même plus la question de savoir est-ce que c'est une menace pour la banque, est-ce qu'il y a de l'avenir. Les bitcoins, ou plutôt les crypto-monnaies, sont là. Et c'est une guerre âpre que se livrent les autorités. D'une part, les acteurs qui sont plutôt individuels ou des petits groupes, des monnaies, des crypto-monnaies, des monnaies numériques, et d'autre part, les acteurs traditionnels, institutionnels des banques centrales. Quand vous regardez les cryptos, ben, en général, c'est justement, elles reposent sur de la cryptographie et elles sont. Alors, le processus s'appelle miner. On va en reparler. Je ne veux pas trop fleurir ce numéro en allant dans beaucoup de détails, mais la production des bitcoins s'appelle le minage, c'est-à-dire c'est un processus, c'est des process mathématiques énormes, très énergivores, très élaborés, qui consistent à certifier, sécuriser et sauvegarder les transactions. Et donc, de par cette nature plutôt cryptographique, les crypto-monnaies sont très difficiles à pirater. Alors que de l'autre côté, les monnaies scripturales, que l'on appelle les fiat currencies, c'est plutôt des monnaies, c'est les billets, les papiers de banque, et voire même les écritures comptables telles qu'on les connaît aujourd'hui, centralisées au niveau de la banque centrale, qui sont plutôt gérées par une autorité, un tiers de confiance qui est le gouvernement, euh, qui imprime des billets en papier ou qui fait des écritures dans les systèmes comptables. Mais en tout cas, la gestion en est plutôt institutionnalisée et centralisée, alors que côté et donc parce qu'il y a du papier, donc et les banques centrales, quand elles le jugent nécessaire, elles impriment plus de monnaie, donc ça rend la monnaie, ça crée l'inflation. D'ailleurs, aujourd'hui, le monde entier, je ne vous dis pas la situation inflationniste, on est dans une spirale inflationniste à cause de contexte géopolitique et de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Mais quand on regarde le Bitcoin, ce qui crée l'inflation, c'est plutôt la spéculation qui est, on va dire, animée par l'offre et la demande. Et cette guerre que je viens de vous décrire, ce clash entre, d'une part, les institutions, banques centrales, institutions traditionnelles, et d'autre part, les crypto-monnaies, c'est une guerre qui n'a pas encore dit son dernier mot. Les cryptos sont en forte progression, mais les banques centrales traditionnelles, les États, ne se sont pas laissés faire.
Je vous rappelle quand même que dans plusieurs pays et dans les constitutions de plusieurs nations et d'autres textes de loi, battre monnaie reste quand même encore aujourd'hui le monopole de l'État. Donc, une monnaie un peu décentralisée où chacun fait un peu ce qu'il veut dans un écosystème où on a l'air de se comprendre sans tout. Ben, les États, vous l'aurez compris, c'est non. Alors, la plupart ont vraiment mené une guerre sans merci à toutes ces monnaies numériques. Et ce n'est pas Facebook et sa maison mère Meta qui vous diront le contraire. Vous aurez peut-être suivi l'épisode de Libra. Libra, c'est la monnaie numérique que Facebook a essayé de lancer il y a déjà quelques années et qui, je pense en début d'année 2022, c'est-à-dire il y a seulement quelques mois, a dû rendre l'âme complètement et le projet a été mis à la poubelle. Peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il était né avant son heure. Mais en tout cas, quand vous regardez qu'un mastodonte comme Facebook n'arrive pas à imposer, parce que Facebook, c'est quand même 3 milliards et demi de comptes. C'est la moitié de l'humanité, les amis. Donc Facebook, c'est un univers, c'est un monde. Rien ne leur empêche de battre leur propre monnaie. Ils ont tout ce qui est shopping, ils ont tout ce qui est commerce, échange, réseaux sociaux. Ben, ils ont la vie, quoi. Ils ont tout ce qui existe pour avoir une vie et des transactions qui font du sens. Mais même eux n'ont pas réussi à imposer Libra comme crypto-monnaie. C'est peut-être encore une affaire à suivre, mais c'est vous dire. Et cette guerre entre les États et les cryptos, eh ben, peut-être au début, c'était pour anéantir les cryptos, mais les États eux-mêmes aussi ont compris que c'était un mouvement, c'était une mouvance rendue possible par la technologie qui ne pouvait pas être arrêtée. Donc, plusieurs États aujourd'hui combattent les cryptos, non pas pour tuer les cryptos, c'est-à-dire que que l'univers des cryptos cesse d'exister. Non, mais plutôt pour créer leur monnaie numérique à eux. Donc, ces États créent leur monnaie, leur crypto à eux, que eux-mêmes peuvent contrôler plutôt que d'avoir quelque chose qui est tout à fait distribué et décentralisé. C'est ainsi que vous avez vu, par exemple, pour ceux qui ont suivi, que la Chine a fait des pieds et des mains pour que Bitcoin ne prospère pas en Chine. C'était pour préparer le terrain du yuan, qui est la monnaie numérique de la Chine. Le Nigeria a essayé de lancer, ça a pris du plan dans l'aile, mais a essayé tout de même de lancer son e-Naira. Et ainsi de suite, on a plusieurs nations comme ça qui se lancent dans la création de leur propre crypto-monnaie pour non seulement contrer les crypto-monnaies qui prennent beaucoup trop d'importance, mais aussi pour juguler ce phénomène en l'intégrant. Il y a une belle phrase en anglais qui dit If you can't beat them, join them. Donc, si vous ne pouvez pas les anéantir, rejoignez le mouvement pour mieux, quitte à mieux le contrôler. Et donc, la, est-ce que, est-ce que les cryptos amènent on va dire, un vent d'inquiétude dans la banque? Vous savez, la banque, c'est un métier qui a de longues années derrière elle. C'est les services financiers, surtout lorsque c'est les États qui gèrent les banques centrales, c'est très régulé. Mais avec les cryptos, on a comme l'impression qu'il y a une anarchie. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dirais, je nuancerais. Ce qui est perçu comme de l'anarchie, de la dérégulation, c'est plutôt de la décentralisation. Je m'explique. Dans la banque traditionnelle, vous avez la banque centrale, qui est le tiers de confiance, qui est l'autorité au milieu de tout et qui a pour mission la politique monétaire, tout ce qui est transactions bancaires, tout ce qui est prêts gouvernementaux, tout ce qui est assurance, garantie gouvernementale, parce que le gouvernement, dans beaucoup de pays, reste quand même le prêteur de dernier recours. Assurer la stabilité du système. Donc, vous voyez, il y a une autorité, ensuite, il y a les autres. Évidemment, battre monnaie, ça reste quand même, ça reste quand même un monopole des États, des banques centrales. Mais avec la crypto, tout est décentralisé. Et c'est ça la force de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul tiers qui ait droit de veto sur tout ce qui s'y passe. Voyez-vous? Donc, d'une part, les banques centrales centralisées,
contrôle tous les flux, et tout est clair, enfin, tout est visible, et il y a très peu d'espace pour l'anonymité. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un seul talon d'Achille, notamment pour les attaques de criminels et autres pirates. Alors que dans un environnement crypto, tout est plutôt décentralisé. C'est des petits hubs de décision, et je vais expliquer très brièvement comment ça marche, ce qui rend le système très difficilement piratable, ce qui permet un certain niveau d'anonymité pour le meilleur et pour le pire, et ce qui fait que l'utilisateur est roi. Ce n'est pas l'État qui est roi, c'est l'utilisateur est roi. Et d'ailleurs, beaucoup de chantres de la crypto-monnaie ne disent pas autre chose que de vouloir redonner le pouvoir au peuple. Parce que vous conviendrez avec moi, lorsque c'est une institution centrale qui bat monnaie, qui fait tout ce que les banques centrales font, eh ben, on en a besoin pour la stabilité des États, mais admettons que ça veut dire qu'il y a une institution qui est au-dessus de tout, et ça peut, dans certains cas, qu'on assume, mais ça peut, dans certains cas, être perçu comme ben, le pouvoir n'est pas au peuple. Les cryptos donnent au peuple, au petit peuple, au gagne petit, au monsieur, moi, au monsieur, vous et moi, au monsieur, à monsieur tout le monde, de contrôler ces transactions, notamment dans les transferts de personne à personne. Mais à ce niveau, j'aimerais quand même expliquer que si les crypto-monnaies sont donc Bitcoin et les autres sont aussi attractives et offrent autant d'alternatives en termes de décentralisation, c'est essentiellement à cause de la technologie sous-jacente qui est par ailleurs la blockchain. Vous en avez peut-être entendu parler, la chaîne des blocs, la blockchain. Mais c'est quoi exactement? Ça peut être très technique, les amis, donc je vais m'efforcer de vous donner un exemple très banal, très basique, très simple. Imaginez dans un environnement où vous faites des transactions financières, par exemple, et que une fois que vous avez fait une transaction, alors il y a des acteurs qui font les transactions, et puis il y a comme des autorités qui sont là pour certifier ces transactions. Une fois que vous avez fait une transaction entre deux ou plusieurs acteurs, imaginez qu'il y a ces inspecteurs qui sont là pour certifier. Donc, dans la vie de tous les jours, ou plutôt dans le système traditionnel, vous avez un inspecteur qui va certifier, un auditeur, un comptable. Il certifie la transaction, il garde les données, peut-être qu'il vous donne une copie, peut-être que pas. Et puis, si par après, vous ne le retrouvez pas, ça peut créer des problèmes. Mais en tout cas, c'est une autorité qui certifie la transaction, on est quitte. Maintenant, avec la blockchain, c'est des maillons distribués, dispersés. Imaginez qu'il y ait deux inspecteurs. Une fois que vous faites une transaction, les deux inspecteurs se précipitent vers vous pour certifier la transaction. Et donc, celui qui arrive le premier, c'est celui qui va certifier votre transaction. Donc, ils sont en compétition, en concurrence. Plutôt que d'avoir un fondé de pouvoir qui, lui, de toute façon, quand il voudra, il va certifier la transaction, maintenant, vous avez deux inspecteurs, deux auditeurs. Une fois qu'une transaction est faite, ils se, ils se, ils se bousculent pour venir la certifier. Et le premier arrivé est le premier servi. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui certifie la transaction, il l'a avec lui. Et puis, puisqu'il y a d'autres qui sont arrivés peu après lui et qui donc ont raté l'opportunité, il distribue cette transaction, la certification de cette transaction-là à tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, chacun dans la chaîne sait exactement ce qui s'était passé. C'est comme si vous aviez acheté quelque chose et que le numéro, un article dans le magasin, et que le numéro de série du billet que vous aviez utilisé pour payer votre montre, votre téléphone, votre stylo. Ce numéro de série est noté, pas le billet, pas un billet de 5 ou de 10 ou de 100 ou de 1000, la valeur faciale, mais aussi le numéro unique identifiant le numéro de série est noté et distribué à tous les marchands de la planète. Mais qu'est-ce que ça cause? Qu'est-ce que ça crée? Premièrement, c'est transparent. Chacun sait
tout ce qui s'est passé dans la chaîne. Deuxièmement, ça crée une certaine sécurité parce que c'est des technologies très sécurisées. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les minages des bitcoins notamment, c'est-à-dire c'est des process mathématiques très élaborés qui font que, voilà, on crée, on certifie, on sécurise, on sauvegarde les transactions. Et troisièmement, et je vais m'en arrêter là pour cette petite description, ça crée ce qu'on appelle l'immutabilité dans les transactions. Immutabilité, c'est un grand mot pour juste vouloir dire que personne ne peut se renier. Personne ne peut unilatéralement changer une transaction. Rappelez-vous de l'exemple du billet de banque. J'achète ma montre, le marchand a non seulement le billet, la valeur que j'ai payée, mais aussi le billet, le numéro de série. Donc, et il distribue ça à tout le monde et chacun reconnaît que Dr Mouka a acheté une montre aujourd'hui avec un billet de 100 $ qui avait telle valeur. Je ne peux plus revenir dans 5 ans pour dire, oh non, je n'avais jamais acheté. Ensuite, il distribue ça à tous les marchands de la terre ou de la ville. Donc, chacun, même si lui le renie, même si lui meurt demain, même si moi, je n'ai pas envie de le retrouver, il y en a plein d'autres. C'est à ça que sert la blockchain, cette décentralisation-là. Donc, ça, c'est de manière tout à fait simple. Pardon si j'ai été trop profond dans les détails, dans les exemples pour essayer de vous faire comprendre, mais comprenez qu'il y en a pour qui tout ça reste encore un peu chinois, un peu javanais, donc c'est quand même la peine d'expliquer. Et donc, les amis, puisque la technologie, elle est là, il ne reste plus qu'à l'adapter. À l'adapter à des industries, à l'adapter à des secteurs, à l'adapter à des usages du quotidien. Et les usages sont aussi nombreux que les besoins du quotidien, chers amis. En passant, donc, et d'ailleurs, je vous ai carrément zoomé quelques usages dans un contexte, et c'est là que intervient un peu mon parti pris congolais. Pensez au contrôle des frontières et au contrôle des douanes, à tout ce qui est mouvement des personnes, des biens, la traçabilité qui vient avec. Les technologies basées sur, ou les systèmes, les applicatifs basés sur la technologie Bitcoin rendent ces systèmes-là très, très peu susceptibles d'être piratés. Donc, une transaction a une preuve, à une heure. Donc, ça devient très difficile de pirater, les amis. Je vous ai expliqué les détails, je ne vais pas revenir dessus. On peut faire une autre discussion là-dessus si vous voulez. Mais j'en profite quand même pour signaler ici qu'on a beaucoup parlé des avantages, mais il faut quand même se rappeler que un des gros désavantages avec les cryptos, c'est que ben, l'État est devenu un acteur comme un autre et donc il n'est pas sollicité pour sa certification. Et si l'État ne peut pas certifier, donc l'État ne peut pas garantir. Si l'État ne peut pas garantir, donc il ne peut pas se porter garant d'une transaction pour le meilleur ou le pire. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Vous aurez compris. Quand vous êtes victime d'une arnaque, en général, c'est des plateformes tierces sur lesquelles vous êtes allé faire ces transactions-là qui sont responsables si votre contrat l'indiquait. Sinon, comme on a l'impression de le voir dans beaucoup de cas, ben, vous êtes plus ou moins livré à vous-même. Donc, attention aux non-initiés, tout ce qui est Bitcoin, tout ce qui est monnaie numérique, monnaie, crypto-monnaie, attention quand même, on a vu la spéculation, ça peut montrer des bénéfices, des promesses, mais en tout cas faramineuses, mais attention, faites-vous accompagner quand même par des experts. Alors, je reviens sur les usages, je parlais de contrôle des frontières, mais pensez à ce qu'une technologie aussi solide, aussi sécurisée que, euh, que euh, la blockchain peut faire, par exemple, dans les industries de la pêche. De la, dans la pêche, par exemple, il y a des usages où certains pays, certaines organisations peuvent déjà retracer une cartographie très précise des zones où il est permis de faire la pêche et des zones où cela n'est pas permis. Et ainsi, lorsque vous vendez votre poisson, vous déclarez votre origine, on peut vite retracer l'origine des poissons. Appliquer le même concept dans l'agriculture, c'est-à-dire l'origine des produits
de la ferme à la fourchette, le fameux farm to fork, voyez-vous, où voilà, un grain de café ou de cacao, voilà, tout ce qui rentre dans la production alimentaire, ça vient de quelque part, c'est transformé quelque part, c'est entreposé quelque part, c'est traité à 10 000 kilomètres à l'autre bout de la planète, etc., etc. Pensez à ce qu'une technologie aussi fiable à ce jour que la blockchain peut créer en termes de traçabilité et de sécurisation de tout ça. Pensez, et ici je me rapproche encore d'un environnement purement congolais, mais pas que, pensez à ce que la technologie blockchain peut faire dans la traçabilité des minerais, les fameux minerais de sang, travail des enfants dans les mines, le cursus du diamant extrait au Congo, de l'or extrait au Congo, du coltan extrait au Congo, du moment où il sort du sol au moment où il se retrouve dans mon iPhone. Pensez à tout ça. Donc, ça peut créer de véritables valeurs ajoutées, les amis. Et là, je vais, chers amis, m'arrêter ici. Mais avant de vous laisser, j'aimerais quand même vous laisser avec une petite pensée. La moralité de tout ça, c'est quoi? Et surtout dans un contexte congolais. Les crypto-monnaies, elles n'en sont même pas à leur balbutiement en RDC. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Si vous en savez plus, commentez, contactez-moi. J'aimerais vraiment voir où on va avec ça. Mais elles vont certainement pénétrer les RDC, comme les fintechs, d'autant plus que la technologie le permet déjà. C'est-à-dire la technologie comme outil de transaction. En revanche, je suis bien plus pessimiste à court terme, voire à moyen terme, sur la montée des cryptos comme valeur refuge. Rappelez-vous, dans tout ce qu'on a vu, il y a d'une part les cryptos comme outil de transaction, mais il y a d'autre part les cryptos comme valeur refuge où on va investir. Moi, je suis plus pessimiste pour la RDC sur ce qui est valeur refuge, outil d'investissement, car à mon avis, la culture de placement financier, notamment digitaux, et notamment ceux qui sont hautement volatiles, elle me paraît encore un peu absente en RDC. Mais cela, comme je l'ai dit, ça peut vite changer. Regardez comment les paris sportifs ont évolué quand même en assez peu d'années. Il faut quand même un jour qu'on parle de ce domaine-là. Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui en parle. Là. Les paris sportifs, ouais, avant on jouait PMU et autres sur papier, mais aujourd'hui, aller dans chaque bar en Afrique, en RDC, vous voyez des enseignes, des paris sportifs qui sponsorisent des grands clubs, notamment de football. Ça devient une industrie qui est en train de naître. Et tout cela en relativement peu de temps. Donc, je ne suis pas en train d'enterrer les cryptos pour la RDC. Je suis juste en train de dire que, selon mes observations, nous en sommes quand même à des, même pas balbutiements, c'est vraiment, on est encore bébé, bébé, bébé. Pourquoi je pense que c'est encore un peu loin? C'est tout simplement parce que je perçois une certaine absence, une relative absence de culture financière, d'éducation financière. Ça fait encore défaut en RDC. Et je ne parle même pas des scandales financiers, vous savez, style pyramide de Ponzi, parce que vous savez, en RDC, il y en a eu il y a quelques années déjà des scandales financiers, vous savez, genre des pyramides de Ponzi. Ça date déjà d'il y a quelques décennies, mais les moins jeunes s'en souviendront. Les Bindo Promotion, les Ngouma, panier de la ménagère, etc. etc. C'est des aventures financières qui, quand bien même ça fait quand même déjà plus de 30 ans pour certaines d'entre elles qu'elles ont été démantelées, elles ont quand même laissé un goût amer dans l'imaginaire, dans les consciences collectives de beaucoup de Congolais. Donc, tout ce qui est un peu spéculation, surtout lorsque vous y ajoutez le numérique, c'est-à-dire l'intangibilité de ce qui se fait, on est encore un peu loin. Mais gardons surtout, les amis, à l'esprit que les cryptos, ils sont un usage comme d'autres d'une puissante technologie derrière. Puissance technologie sur laquelle ces cryptos reposent, c'est la blockchain. Vous avez peut-être remarqué au cours de cet exposé que j'utilisais des fois, soit à dessein, soit par abus de langage, de manière plus ou moins interchangeable, crypto-monnaie, blockchain et Bitcoin. Parce que derrière,
Le Bitcoin est une crypto-monnaie et les crypto-monnaies sont un usage que l'on fait de la technologie sous-jacente qui est le Bitcoin. Et donc, dans la vie de tous les jours, dans le langage usuel, ça peut un peu se mélanger. C'est pour ça, entre autres, que ce numéro était important. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, parlant de la blockchain, c'est ça la force derrière les crypto-monnaies. Et ces usages, comme je venais de vous les décrire, sont infinis, ils sont multiples. La technologie le permet. L'expertise se développe, notamment parmi nous Congolais. Eh bien, venez pas nous dire que vous ne le saviez pas, chers dirigeants, chers chefs d'entreprise, chères personnes à influence dans ce domaine. À vous d'ouvrir l'œil et bien vous faire entourer. On est là pour vous orienter, pour vous conseiller. Mais vous savez, j'aime bien cette formule, cette phrase. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Si vous acceptez de voir, eh bien, vous savez où nous trouver. Et si vous n'acceptez pas de voir, ben nous serons là pour vous le rappeler, surtout pour vous qui vous occupez des aspects publics de l'État congolais. Nous serons là pour vous le rappeler, nous serons là pour vous demander des comptes jusqu'à ce que les lignes bougent. Voilà les amis, que Dieu bénisse la RDC et qu'ensemble, vous et moi, nous nous efforcions, un temps soit peu, d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Voilà les amis, ce que j'avais à partager pour vous aujourd'hui. Prenez soin de vous. Le vôtre, docteur Jean-Paul Mouka, je vous dis à très bientôt, ici même. Chap chap.